Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Pensée durable, le tout nouveau podcast créé fièrement par l'équipe de Revalo. Je suis Aubin Lefébure, animateur de ce podcast et cofondateur de Revalo. L'ambition de ce podcast est d'aller au cœur des pratiques d'économie circulaire, de seconde main et de reconditionnement en partageant avec vous des retours d'expérience variés, mais surtout concrets et de terrain. Responsable RSE, office manager, fondateur, chef d'entreprise, responsable d'association, étudiants, les invités de Pensée durable vont être extrêmement diversifiés et nous allons leur donner la parole pour comprendre comment des pratiques ou des expériences multiples peuvent chacune à leur échelle avoir des impacts énormes sur la durabilité de notre économie. En 2 mots avant de commencer ce podcast, qu'est-ce que nous faisons chez Revalo ? Eh bien, nous sommes nous aussi au cœur de l'économie circulaire puisque nous faisons l'intermédiaire entre les entreprises et les reconditionneurs afin d'aider à la reprise du parc informatique usagé. En récupérant le matériel chez les entreprises, nous incitons au réemploi, au recyclage et à la seconde main des ordinateurs portables, des smartphones, des tablettes et des appareils numériques usagés. En plus d'une reprise gratuite, nous fournissons un bilan des économies de carbone réalisées et avons développé des conférences de sensibilisation envers le numérique responsable à destination des collaborateurs d'entreprise. Si votre entreprise souhaite s'inscrire dans une démarche responsable et durable, n'hésitez pas à nous contacter. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Pensée durable, l'épisode 2. Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Bertinet, CEO de Mercato, pour parler de la seconde main, un vrai sujet aujourd'hui qui est bien sûr beaucoup lié à l'économie circulaire, donc c'est forcément lié à ce qu'on fait aussi nous chez Revalo. Pour en parler, donc Frédéric, CEO de Mercato. Frédéric, bonjour. Bonjour Aubin, merci beaucoup pour l'invitation. Avec super plaisir. Sympa. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Frédéric. Je suis le cofondateur de Mercato. On a cofondé avec mon épouse Myriam et Nicolas, vieil associé et vieil ami d'enfance. Moi, j'ai fait quasiment toute ma carrière, ça fait mal de parler de carrière, ouais. Ça me vieillit, dans la seconde main et dans l'occasion. Voilà, j'ai eu un parcours où j'ai pendant de longues années été un franchisé donc, d'une enseigne qui s'appelle Cash Express. Voilà, j'avais même commencé avant ça chez Cash Converters, donc j'ai fait comme ça un peu les enseignes qui étaient pionnières il y a maintenant 25 ans sur le marché de l'occasion. Ouais. C'est des magasins d'achat-vente qui m'ont appris le métier, hein, quelque part. Faut reconnaître que ils ont aussi contribué grandement à peut-être démocratiser et rendre la consommation d'occasion, de la faire entrer dans les mœurs. Et je me suis épanoui, je me suis même éclaté dans cette enseigne Cash Express. J'y ai passé de longues et belles années. Mais il y a maintenant... c'est une réflexion qui avait mûri au fil des ans, mais on va dire qu'il y a 3 ans, on n'était plus aligné avec la direction que prenait l'enseigne. On ne se reconnaissait plus forcément. On avait envie d'autre chose. On avait envie non seulement de prendre peut-être notre indépendance pour créer quelque chose, mais on avait certaines idées, certaines valeurs sur la seconde main, sur la façon dont devaient évoluer les boutiques, pour toucher aussi une clientèle peut-être un peu plus... jeunes, les millennials, la Gen Z. On n'était pas certain que ce type de magasin allait leur parler pour les futures générations. Et puis on avait envie d'être peut-être plus raccord aussi avec des vrais engagements écologiques. Quand on est dans la seconde main, on en parlera sans doute, on porte, je pense aussi un certain nombre de points positifs en termes d'impact. C'est très important et on ne se reconnaissait plus trop dedans. Donc voilà, on a décidé de créer Mercato il y a 3 ans et on a donc ouvert il y a 2 ans. Donc on a 2 boutiques et un site internet et donc on vend de la seconde main dans nos boutiques. Et alors la particularité de Mercato, c'est qu'on est vraiment très vaste dans les rayons qu'on propose. Oui, c'est ça. Ouais, on a 9 univers qui vont, et c'est volontairement vraiment très exhaustif. Qui vont du luxe ou la mode, en passant par la tech, la culture, les instruments de musique, l'équipement de la maison. Enfin, l'idée, c'est il y a plusieurs choses qu'on veut porter avec Mercato, mais en tout cas, c'est vraiment de montrer qu'on peut entièrement s'équiper, se divertir, consommer, s'habiller même en seconde main. Et le tout dans des boutiques qui sont agréables, avec une expérience auquel je pense on ne s'attend pas forcément quand on visite ce genre de boutique. On a vraiment voulu valoriser ça, la démarche de la seconde main. Donc on valorise beaucoup
C'est pour ça qu'on a vraiment essayé de faire des belles boutiques. Ça, c'est ma femme qui a fait la DA des boutiques et franchement, c'est canon. Hein. Ouais. Merci, ouais. On a beaucoup de compliments pour ça. Voilà, c'est un peu comme des concept stores de seconde main. Et puis voilà, on offre aussi une expérience avec des cafés à l'intérieur, vraiment tourné autour de la convivialité. Donc les boutiques sont très importantes pour nous. Et à côté de ça, on est omnicanal, on est vraiment full omnicanal. On a développé un outil qui est très performant, un outil en interne qui nous permet d'avoir le stock en temps réel, de gérer les commandes en temps réel, de faire des livraisons dans toute la France, des livraisons à Paris en 2 heures, de gérer comme ça, voilà, d'être vraiment omnicanal. C'était important aussi pour nous parce qu'on pensait donc que ça fait partie des évolutions naturelles du commerce B2B et du retail. Bien sûr. D'être aussi complètement opérationnel et très efficace sur le web. Je pense que tu as un peu répondu, mais si tu devais résumer un peu la mission de Mercato, tu la résumerais comment ? La mission, justement, d'ailleurs, c'est des questions qu'on se pose puisqu'on cherche à devenir entreprise à mission. C'est une démarche d'ailleurs hyper intéressante. C'est passionnant parce que ça nous demande de réfléchir vraiment sur ça, sur nos missions, sur nos valeurs, sur les choses qu'on veut porter. Et je dirais que la mission principale qu'on s'est donnée, c'est de valoriser la seconde main. Voilà, la notion de valoriser, c'est-à-dire du coup on valorise la démarche qui est bien sûr vertueuse. On valorise les clients qui font l'effort aussi, parce que c'est parfois un effort plutôt que de laisser un objet dans un placard ou plutôt que de le mettre à la déchetterie, c'est quand même un effort de l'envoyer ou de l'amener dans une boutique. Et puis on valorise l'objet, ça c'est très important pour nous. Le valoriser, ça veut dire le reconditionner si c'est un objet tech. Ou sinon, juste bien le présenter et le présenter dans un environnement très agréable qui, la boutique elle-même, va valoriser par sa mise en scène, j'allais dire, la fameuse théâtralisation qui permet de valoriser les objets. Et c'est aussi pour que le client se sente aussi bien dans cet environnement-là et qu'il n'ait pas... Parce que c'est vrai que parfois, on peut se dire, si je revends des produits ou si j'achète de la seconde main, c'est parce que soit j'ai pas d'argent, soit j'ai envie de... Oui. Et donc, te mettre dans un écosystème qui est beaucoup plus amical et ça change aussi, je pense, l'état d'esprit et ça incite même ceux qui n'ont pas forcément, qui se tourneraient pas vers la seconde main, aussi de s'y tourner. Exactement. C'est tout à fait notre démarche. Moi, je viens de là, je t'ai parlé un peu de mon parcours. Il y a 25 ans, puis en plus avec une enseigne qui s'appelle toujours Cash Converters. Là, clairement, on était positionné sur une clientèle qui revendait ses objets par besoin économique, avant tout par motivation économique. On parlait pas de la motivation écologique. Et c'était vraiment une clientèle qui était en besoin d'argent. Et on avait la queue tous les matins devant le magasin pour des gens qui revendaient pour payer, pour boucler les fins de mois. Donc moi, j'ai connu ça quand j'ai commencé dans ma carrière. Et forcément, j'ai vu l'évolution assez rapide, mais considérable de l'image de la seconde main. Après, bien sûr, des sites internet comme eBay, Le Bon Coin ont participé grandement à démocratiser aussi ça et à se dire que c'est bien de revendre des objets, c'est pas du tout honteux, au contraire, c'est même vertueux. Il y a plein de bénéfices, à commencer par un bénéfice économique, mais pas que, tous les aspects écologiques. Et puis, on s'est aperçu, par exemple, aujourd'hui, que le luxe de seconde main, c'est un énorme marché et ça touche évidemment des gens qui ne sont pas spécialement c'est pas des motivations économiques, mais en même temps, tout le monde aime faire des bonnes affaires. Même si on a beaucoup d'argent, acheter un sac 2 fois moins cher, ça reste une vraie motivation. Donc voilà, et ce que tu disais est très vrai. C'est vrai qu'on a très souvent des clients qui nous disent moi je ne serais jamais rentré. Je trouve ça. Ils sont vraiment. On sent qu'on a réussi notre mission quand les clients nous disent on dirait même pas que c'est de la seconde main. Et puis je serais peut-être pas rentré dans un autre genre de magasin, mais là je sais pas, il y a des codes qui m'ont parlé. Ça peut être soit la DA, l'ambiance. Peut-être le nom, en tout cas ça attire et on a vraiment beaucoup de nouveaux clients en particulier depuis 1 an là. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ouvert, mais c'est surtout 2024 qu'on a... Ça s'est diversifié aussi un peu dans la clientèle. Ouais, complètement. Diversifié, c'est un peu notre pari rajeuni. Alors c'est pas qu'on fait du je suis bien placé pour savoir qu'on fait pas spécialement du on cherche pas à exclure non plus, on cherche à toucher tout le monde, mais on sentait qu'il y avait un besoin de s'adresser aussi spécifiquement à la génération des jeunes, des étudiants, etc.
et féminisé aussi, parce que mine de rien, quand on vend, c'est un peu cliché, mais quand on vend beaucoup d'objets tech et games, etc., on peut avoir une clientèle plutôt masculine. Encore une fois, c'est très cliché, mais ça représente peut-être une réalité statistique, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on avait constaté en termes de clientèle. Et c'est vrai qu'en vendant plus de luxe, de mode, sous le même toit, ça permet de toucher vraiment tous les publics, en sachant qu'il y a une vraie complémentarité qui saute pas aux yeux, mais ça aussi c'était le pari de Mercato, c'est-à-dire que souvent on nous dit bon alors c'est quoi votre cible, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans des tendances marketing où la tendance c'est de cibler des clients. Alors, d'ailleurs on le voit sur les sites internet, ils se spécialisent soit dans le luxe, soit dans les vêtements, dans la musique. Et alors il y a Vinted qui prend l'exemple inverse, qui du coup est parti du vêtement pour élargir finalement aujourd'hui à plein de cibles. Et nous, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on n'a pas du tout en ayant cette diversité de rayons, on ne peut pas dire qu'on a une clientèle type qui va être, je sais pas, une jeune femme ou un actif aisé. C'est vraiment tout le monde, mais cette complémentarité, elle marche, c'est-à-dire qu'on a régulièrement, je sais pas, hier, j'étais au magasin et on a une cliente qui a acheté à la fois un sac à main et puis une guitare. Et au départ, on va dire, c'est bizarre de vendre sous le même toit. Il n'y a pas de logique de vendre sous le même toit un sac à main et une guitare. Peu de magasins proposent ça, en fait, en neuf. Ouais. Mais ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de raison. On peut très bien être musicienne et puis aussi acheter des bijoux. Enfin, ça marche dans tous les sens. Il y a aussi les familles. On peut acheter pour ses enfants, on peut acheter des jeux. Enfin, cette complémentarité-là, c'est vraiment une force. Et c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite même accentuer. Ok. Alors, pour mieux te cerner rapidement, on va jouer un petit jeu d'association d'idées. En fait, je vais te donner un mot ou une phrase et tu vas me dire ce qui te passe par la tête qu'est-ce que tu associes avec ce mot. Tu peux prendre le temps de Je peux prendre le temps de la réflexion. Ouais, bien sûr. Le premier, il va être facile. Si je te dis seconde main, c'est ce qui te vient comme ça. Vertueux. Je donne juste un mot. Un mot ou une phrase. Seconde main, nouvelle ère. Ouais. Seconde main, nouvelle ère, c'est notre baseline. C'est un peu facile, mais c'est hyper fort en fait. J'avoue que c'est notre agence de communication qui a trouvé cette baseline. Bien. Seconde main, nouvelle ère. Elle est bien. Mais franchement, ouais, c'est bien. Ça nous a tout de suite plu. Ils ont aussi trouvé le nom Mercato d'ailleurs. Parce que vraiment, nouvelle ère, quoi. Je pense qu'on entre vraiment dans une nouvelle ère de consommation, on pourrait presque dire de capitalisme, si on voulait un peu être grandiloquent, mais j'y crois, en fait. Je suis persuadé que c'est la solution, c'est peut-être même la seule solution pour continuer à consommer et à pas non plus devenir trop... De manière raisonnable. De manière plus raisonnable. Mesurée, quoi. Plus mesurée, sans tomber dans la frugalité ou dans la décroissance qui peuvent être des modes de vie qui conviennent pas à tout le monde. Et je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui souhaitent conserver du confort, des modes de vie qu'on a tous adoptés en fait, avec nos équipements, nos vêtements. Mais la seule solution, c'est je pense, c'est de devenir circulaire et de faire circuler les objets pour limiter la production d'objets neufs. Et ça, c'est vraiment une nouvelle ère. Cette prise de conscience, je pense qu'en plus, elle est mondiale. Ouais. Parce que même les pays émergents s'y mettent aussi. Donc, c'est vraiment un mouvement nouveau. Et on est à notre toute petite échelle. On est super content d'y contribuer. Donc, nouvelle ère. Déjà très fort. Hein. Ouais, merci. Vous aussi. Oui, on en reparlera de notre partenariat. Après, tout à fait. Si je te dis fast fashion, parce que je sais que tu vends aussi des vêtements de seconde main. On parlait un peu de Vinted avant, il y a des dérives aussi avec Vinted qui sont nous on fait des vêtements, alors nous on fait des collabs avec des marques de seconde main, c'est-à-dire des acteurs de la seconde main, mais qui sont justement un peu comme nous, qui partagent une démarche engagée. Donc d'ailleurs, il y en a qui est très engagé d'ailleurs, justement contre la fast fashion. Et ils font du vintage, c'est-à-dire eux ils font des vêtements vintage, donc pas du tout de fast fashion. De toute façon, je pense que ça n'existait pas dans les années 80 ou 2000. Enfin, ça commençait peut-être, mais non, eux, ils font du vintage de qualité et vraiment en plus à des prix c'est super sympa, donc rien à voir. Et nous, on ne souhaite pas faire du vêtement d'occasion de fast fashion. Et de toute façon, c'est pas durable, c'est par définition, comme son indique, fast fashion, mauvais. Pour le coup, je sais pas, on pourrait dire, c'est pas la nouvelle ère, la fast fashion. Je pense que c'est une impasse. Voilà. Ouais. Si je dois mettre un mot, je pense que c'est une impasse. Je pense et j'espère que ça passera, quoi, que ça finira, que c'est juste une tendance actuelle, mais qu'on va prendre conscience collectivement que ça nous mène dans le mur. Ouais. Si je te dis innovation. Innovation, c'est large.
Innovation, indispensable. Hein, c'est indispensable. Je pense que l'innovation, elle est indispensable. Il faut essayer de la mettre au service de... Ça peut faire peur, l'innovation, en ce moment, avec tout ce dont on parle sur l'IA, sur certains milliardaires qui sont dans l'innovation, mais on ne sait pas très bien où nous mènent parfois les innovations. Donc, il faut que ce soit vertueux, quoi. Il faut que ce soit associé à quelque chose de vertueux. Sinon, évidemment, il peut y avoir beaucoup de dangers dans l'innovation. Après, je pense que c'est indispensable. Nous, à notre petite échelle, on a beaucoup innové, on a beaucoup investi. Hein. On a développé, comme je te disais, notre propre outil qui est innovant. Donc, on a vraiment participé quelque part. C'est l'innovation pour la seconde main, au service aussi de la seconde main. Donc, ça peut aussi être dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Exactement. Au service du client aussi, parce que c'est de l'innovation, par exemple, en termes d'omnicanalité. Ça permet de développer, je pense, un bon service client. Pareil, on peut parler de l'IA, où on voit aujourd'hui de plus en plus de choses qui s'affinent et qui vont peut-être aussi, là, pour le coup, dans le bon sens, par exemple, pour des chatbots. Si l'innovation, elle est au service de choses positives, comme évidemment... améliorer les services clients, améliorer la qualité, améliorer les process. C'est très positif. Donc, En tout cas, nous, à notre petite échelle, là, encore une fois, on n'a pas hésité à apprendre à s'équiper avec un logiciel qu'on a fait entièrement sur mesure et qui représente une belle innovation et un bel investissement pour nous aussi. Tu parlais avant de la seconde main. Est-ce que tu as été confronté dans la construction de Mercato, même encore aujourd'hui dans le quotidien, à des barrières ou des difficultés du fait que ça soit en lien avec la seconde main? Est-ce qu'il y a des acteurs que tu ne peux pas aller voir? Est-ce qu'il y a des barrières que tu n'arrives pas à casser? Est-ce qu'il y a des... tu sens que tu es face à des murs et que même toi seul avec ton entreprise, tu n'arriveras pas à surmonter et qui sont très très compliqués? Je pense qu'il y en a de moins en moins. J'ai l'impression qu'il y en a toujours pareil, moins qu'avant. Oui. Il y a moins, donc on en parlait, il y a quand même moins d'appréhension négative, même par exemple, je sais pas, vis-à-vis des banquiers ou des choses comme ça. Okay. Le fait que ce soit une activité aujourd'hui qui est reconnue comme étant vraiment dans l'air du temps et pleine d'avenir, c'est devenu positif, alors que ça l'était peut-être pas il y a 20 ans. Ah bon, un commerce d'occasion ok, comment encore une fois, on parle de l'image en fait, mais cette image, elle imprègne aussi finalement tous les acteurs, y compris des acteurs bancaires par exemple. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, que ce soit au niveau des investissements, des recherches d'investisseurs ou de banques ou de financement, au contraire, je pense que c'est même devenu un atout. Ouais. Il peut rester éventuellement quelques freins juridiques, mais pas tant que ça. Enfin, c'est un sujet c'est un sujet de la seconde main, l'occasion que je connais vraiment bien, qui est quand même assez complexe. Il y a des normes, mais c'est normal qu'il y en ait parce que on est dans des choses circulaires. Il y a peut-être un petit... Je ne sais pas s'il y a plus de contraintes d'ailleurs que sur des produits neufs. Il faut juste bien les connaître. Donc, non, pour répondre à ta question, je pense qu'il y en a de moins en moins. Moi, je n'éprouve pas forcément de difficultés au quotidien, ou pour monter nos projets. Quand on a monté Mercato, je peux pas vraiment dire qu'on ait eu des barrières importantes et tant mieux. Ça doit justement, si ça peut donner d'ailleurs, je sais pas, envie de te dire, c'est vraiment cool de se lancer dans la seconde main, dans le reconditionné. Je sais pas si vous en avez eu quand vous avez lancé Revalo. Si, un petit peu, mais c'est moins insurmontable, je pense, qu'il y a quelques années. On est plus dans l'air du temps, comme tu disais, que ça soit sur le reconditionné pour les appareils numériques ou pour les objets de seconde main de manière générale. Et d'ailleurs, ça fait un pont vers mon deuxième sujet, qui est la collaboration qu'on a entre Mercato et Revalo. Si tu devais décrire la collaboration que ça apporte aujourd'hui pour Mercato, qu'est-ce que tu dirais ? C'est une collaboration qui est très fructueuse. Franchement, c'est vraiment très cool. Bon, évidemment, je ne dis pas ça parce que je suis votre invité aujourd'hui, donc je serais mal placé pour émettre la moindre critique, mais très sincèrement, j'en ai pas. C'est vraiment une super collaboration. Je dirais... nous, en fait, la collaboration avec Revalo, elle nous permet d'avoir une complémentarité dans notre offre. Mercato, on se source à plus de 90% auprès des particuliers qui viennent spontanément ou sur rendez-vous nous proposer des articles. Donc les clients peuvent venir et vendre des téléphones, des ordinateurs, mais comme je te disais aussi une guitare ou un robot ménager. Donc c'est pareil, c'est très très vaste. Ou des DVD, enfin bref. Et par contre, il y a le marché de la tech en particulier. C'est un marché qui est connu pour être notoirement pénurique, c'est-à-dire qu'il y a une très forte demande.
en particulier sur la marque Apple, par exemple. C'est un bon exemple. C'est une marque qui est ultra dominante sur le secteur de l'occasion. La part de marché d'Apple est largement supérieure en reconditionné qu'en neuf. C'est parce que clairement, ils ont rendu la remarque désirable et donc il y a une vraie valeur ajoutée pour Apple en seconde main, en reconditionné. Et donc sur cette marque, comme sur les produits en général, c'est-à-dire tout ce qui est ordinateur portable et téléphone, smartphone, on a régulièrement besoin de se sourcer de façon complémentaire parce que sinon on n'a tout simplement pas assez d'offres par rapport à la demande qu'on a. Et c'est là où Revalo nous propose régulièrement des lots, des bonnes affaires. Donc on regarde les prix et si ça nous convient, si ça passe pour nous en termes de marge, parce qu'on veut quand même proposer derrière un prix au consommateur final attractif. Donc évidemment on réduit notre marge si besoin, mais en tout cas, voilà, c'est là où on collabore du coup régulièrement, peut-être, je pense même de plus en plus souvent. Je n'ai pas forcément regardé les derniers mois si on évolue un peu en termes de commandes. Il y a quasiment une fois par mois, je pense, presque, chose comme ça. Je ne sais pas si ça grossit, mais ça ne m'étonnerait pas, parce qu'en tout cas, je pense que ça va continuer à grossir, parce qu'on a de plus en plus de demandes et de plus en plus de clients. Ouais, et nous, le gros intérêt, c'est qu'en fait, on a techniquement un reconditionneur / revendeur qui vend en vente directe derrière chez les clients. Et donc, on sait qu'en passant avec Mercato, nous, pour les clients chez qui on récupère ça, on peut leur expliquer qu'en fait, le processus de reprise et de revente, il est ultra court. Exactement. Et donc, c'est encore plus bonifique. On a beaucoup de clients qui sont sur Paris. Oui. Donc en fait, on peut même carrément leur dire, en fait, on revend en ultra local parce qu'on revend circuit très court dans des boutiques, voilà. Ouais. Mais c'est ce qui nous a plu nous aussi dans la démarche. C'est en fait, on a un peu quand on a lancé Mercato, par exemple, on a choisi de ne plus faire de neuf. Et je dis de ne plus en faire parce que quand on était donc chez les autres enseignes, et moi je peux donner l'impression que je critique leur démarche. Je ne veux surtout pas cracher dans la soupe. Encore une fois, j'étais très heureux pendant ces années, mais on vendait quand même 20% de produits neufs. Mais vraiment neuf, pas des fins de stock, pas du reconditionné, du neuf. Ça nous posait problème parce que voilà, faut être cohérent dans la démarche. Si on vend de la seconde main et avec tout l'aspect vertueux dont on a parlé, il faut le faire de A à Z. Donc on a préféré diversifier l'offre de seconde main, c'est-à-dire aller sur les vêtements, ce qu'on ne faisait pas, de vintage, etc., plutôt que de diversifier en mettant du neuf. Ouais. Parce que c'est un peu triché quand on manque de... Oui, c'est pour donner aussi bonne conscience d'un côté. Ouais, par exemple l'électroménager, c'est vrai que c'est un rayon qui est difficile à travailler en occasion, parce que là pour le coup l'électroménager ça peut être un peu sale, c'est difficile à présenter, donc c'est plus facile de vendre du neuf. Et il y a mais par définition, si c'est du neuf en électroménager pas cher, on se retrouve avec des trucs pas du tout vertueux, des trucs qui sont faits en Chine, qui viennent... Bon, c'est ça, on n'était pas à l'aise avec ça. Donc, bon, tout ça pour dire que quand on a lancé Mercato, on a souhaité arrêter de faire du neuf, ce qui veut dire concrètement 20% de chiffre d'affaires en moins. Mais c'est un choix. Et donc, bien sûr, on a voulu continuer par contre à faire du reconditionné, à condition que ce soit des acteurs qui soient vertueux dans la démarche. On sait tous que le reconditionné, il y a à boire et à manger sur ce marché, que voilà, il y a aussi des reconditionnés, des appareils un peu Frankenstein, qui sont un peu bricolés, qui ont fait le tour de la planète, qui viennent des USA, qui ont un écran qui vient de Chine, qui ont été réassemblés en Pologne. Et le truc, il arrive en France avec un bilan carbone qui ne doit pas être beaucoup plus vertueux qu'un appareil neuf, à part qu'il n'y a pas eu l'aspect production. Donc oui, c'est mieux, puisqu'on a évité... production de nouveaux appareils, de nouveaux matériaux. On a évité la production, la construction, donc l'extraction de matières premières. Bon. Mais par contre, le bilan carbone de l'appareil, il ne doit pas être fou. Alors c'est pour ça que nous, on s'est dit, si on fait du reconditionné, il faut que ce soit du reconditionné avec des partenaires français qui s'engagent à faire du reconditionné en France, d'appareils plutôt français, voire avec vous, c'est 100% français, je pense. Et même encore mieux, très souvent parisien. Donc là, c'est parfait. Ça nous est arrivé, voilà, que ce soit vous ou nous qui allions directement chercher, ou vous chez le client. Et là, on est en circuit ultra court et c'est ça qui nous plaît parce qu'on peut vraiment être vertueux dans la démarche et aligné en disant que voilà, on fait vraiment des efforts pour que même les objets qui proviennent d'entreprises, ce soit encore une fois des circuits courts et avec des articles qui ont un bilan carbone qui est très bon parce que voilà, ils viennent pas de l'autre bout de la planète. Donc c'est ça aussi qui nous a beaucoup plu quand on a commencé avec Revalo. Puis juste le fait qu'on a démarré quasiment ensemble, je pense. Enfin, oui, en fait, on a le même âge. Mercato, c'était le premier acteur français qui nous a fait confiance parce que, en fait, mais je crois, on a
commencé à travailler ensemble 6 mois après notre création. Donc en fait, ça a été très très tôt. Et nous, on était créés peu de temps avant aussi. Je pense qu'on a dû ouvrir et démarrer à peu près en même temps. C'est cette complémentarité moi, que je trouve bien. C'est ça. Et du coup, on croit et on s'accompagne mutuellement dans notre croissance. Vous, vers le B2B, donc une croissance forcément encore plus rapide et plus large, on vous le souhaite en tout cas. Nous en B2C, c'est une autre forme de croissance via nos magasins, mais c'est intéressant de voir comment on évolue. C'est toujours intéressant. Quand on commence à bosser ensemble dès le début, je pense qu'après il reste toujours un lien. Chacun suit son chemin, mais en tout cas c'est intéressant de se suivre chacun. Donc, après, tu vois, moi-même à titre perso, je suis déjà venu dans tes boutiques pour revendre ou acheter. C'est vrai d'ailleurs. Des appareils. Je fais même partie. Je peux témoigner des bons clients, clients fidèles. Merci. Rapidement sur la tech parmi les appareils qu'on revend, parce que du coup nous on vous envoie essentiellement c'est des iPhones, c'est des Mac. Tu sens qu'il y a une demande, donc tu disais qu'il y avait une demande qui était très très croissante sur la tech. Oui. Est-ce que ça se vérifie dans les ventes, dans les demandes des clients ? Et pourquoi est-ce que les clients demandent davantage de tech seconde main ? Est-ce qu'il y a une conscience écologique qui se développe ? Est-ce que c'est pour des raisons financières, parce que forcément c'est un appareil qui coûte beaucoup moins cher que du neuf ? D'après ce que je lis des études, il y a beaucoup de sondages, d'opinions, etc. sur les motivations des consommateurs pour acheter de l'occasion ou de la tech reconditionnée. Et moi, évidemment, c'est un sujet qui me passionne, donc je lis à peu près dès que je vois une étude là-dessus. C'est toujours un peu 50-50, quoi. Il y a à peu près autant de motivation écologique que de motivation économique. Et je pense que ça correspond à une réalité. Je pense que les deux sont pris en compte. C'est peut-être difficile de hiérarchiser. Alors évidemment, en fonction des difficultés économiques ou pas, ça peut être une vraie motivation, mais je pense que pour la plupart des clients, en tout cas parisiens, nos clients, c'est sans doute un mix des deux, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de faire une bonne action pour la planète, et en même temps, c'est aussi une bonne action pour le portefeuille, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Mais c'est vrai que la tech est vraiment un rayon qui prend de l'importance chez nous. Après, il y a aussi le luxe qui en prend. Et en fait, on veille à... Ça, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est important pour nous d'être bien équilibrés sur nos 9 univers. On ne veut pas devenir trop dépendant d'un univers en particulier. On pourrait, si on mettait par exemple l'accent sur la tech, ça pourrait peut-être à terme représenter 50% du chiffre d'affaires, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite volontairement... garder cette diversité aussi. Garder cette diversité. Pas être trop dépendant d'un marché en particulier, parce que déjà, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des retournements de marché. Qui sait si dans 10 ans... le marché va quand même peut-être un peu devenir plus compliqué. On ne sait pas, donc on aime bien un peu diversifier nos familles. Donc c'est un rayon qui se développe, qui prend de l'importance. La rotation est très rapide. Comme je te disais, surtout c'est un rayon où on n'a pas assez d'offres par rapport à la demande qu'on a. Oui. Et effectivement, et surtout sur les modèles stars du marché, donc les iPhones, évidemment, iPhone et MacBook, mais bon, les PC portables aussi. Enfin, c'est bien de diversifier là aussi un peu les marques et l'offre. Est-ce que tu penses à titre perso que si on reste sur le reconditionné, que le reconditionné pourrait devenir une norme ou pourrait devenir un... Tu vois, nous, je prends l'exemple, dans le dernier podcast, on parlait avec Malo du fait que les entreprises allaient être obligées de passer par du reconditionné ou qu'on incitait davantage à faire du reconditionné. Toi, de ton point de vue de revendeur ou de distributeur pour les particuliers, comment est-ce que tu vois cette évolution du reconditionné ? Est-ce que c'est crédible que ça se développe de plus en plus ? Est-ce qu'on va pas être confronté à un problème, parce qu'il y a souvent un peu l'image que le reconditionné, on ne sait pas trop si le téléphone il est de bonne qualité, si la batterie elle n'est pas morte. Est-ce que ça peut réellement devenir une nouvelle norme ? Est-ce que ça peut continuer à croître ? Moi, j'en suis persuadé. Mais si c'est plus qu'une nouvelle norme, ça va devenir. C'est déjà, comme vous en parliez visiblement, c'est déjà parfois une obligation légale. Ouais, ça devient progressivement. Ça devient progressivement, je crois. Ouais. Il me semble que même, par exemple, les collectivités locales... c'est les seuls qui, pour l'instant, sont obligés depuis le 1er janvier 2025. Là. C'est ça. Mais bon, après, dans les faits, ça prend beaucoup de temps. Bien mais sûr. C'est déjà intéressant d'avoir ces obligations. C'est ça. Une obligation, et ça se transmet, je pense, de plus en plus de grandes entreprises, ou de petites d'ailleurs, cherchent aussi à s'équiper en reconditionné. Alors, effectivement, l'enjeu majeur, tu l'as dit, c'est la fiabilité. C'est la fiabilité, c'est les garanties. Quand on achète un appareil reconditionné, surtout pour une flotte d'entreprises ou pour fournir à ses salariés, il faut qu'on soit sûr d'un certain nombre de choses en matière de sécurité, en matière de garantie, etc. Donc l'enjeu pour le reconditionné, c'est d'avoir de se mettre au niveau en termes de qualité et de confiance pour le client d'un appareil neuf. Donc
Je sais qu'il y a des labels qui existent. Oui. Il y a des choses très intéressantes. On fait partie, je pense, tous les deux d'ailleurs, de la fédération Aircube. Aircube, oui. Et Aircube, comme tu sais, fait un label en ce sens qui s'appelle le label REC. Bon, c'est intéressant. Pour l'instant, nous, on observe un peu, mais je sais que ça existe et que je pense que c'est la bonne direction. Donc, c'est un label qui va certifier une qualité de reconditionnement dans le but, toujours pareil, de rassurer le consommateur, parce que ça, c'est quand même un gros frein. Je parlais tout à l'heure des sondages et des études. Quand on interroge les consommateurs sur le frein, sur l'achat de seconde main ou de reconditionné, clairement, le frein numéro 1, c'est le fonctionnement, les garanties offertes, la qualité du reconditionnement, la fiabilité. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Nous, on garantit nos matériels 1 an. Il y a même une garantie légale de toute façon de 2 ans désormais, une garantie dite de conformité. Donc ça nous oblige en fait tous dans la filière, que ce soit en B2B, en B2C, ça nous oblige à vraiment mettre les normes, à faire tous les process qualité nécessaires. Donc là aussi, on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Par exemple, je te parlais de notre outil informatique, il est conçu justement pour avoir des tests intégrés. Alors, le check-up est intégré, donc nos acheteurs ils ont une checklist de 20 ou 30 points de contrôle en fonction des appareils. On a 400 catégories d'appareils différents, parce que je te dis, ça va de la guitare au robot ménager, l'ampli et donc l'ordinateur. Et donc ils ont une liste comme ça de check-up à faire qu'ils doivent remplir et qui nous permet de vraiment nous assurer de la qualité et de bon fonctionnement, puisque derrière, en plus, c'est nous qui allons assurer la garantie et nous, on n'est pas du dépôt-vente. À la base, on achète le produit. Oui. Donc, s'il y a un SAV derrière ou une panne, c'est un coût pour nous. Donc, ça nous oblige, en termes d'image vis-à-vis de nos clients, de les rassurer, mais deux, même financièrement, il faut que nos taux de retour restent maîtrisés, sinon c'est l'équilibre économique qui s'en trouve impacté. Et grâce à ça, nous, par exemple, personnellement, chez Mercato, on a baissé notre taux de retour et on est à moins de 1% de panne, ce qui est très faible, parce que je crois que la norme dans le neuf, c'est justement entre 1 et 2%. Je crois, j'avais vu une statistique, je crois que chez Fnac Darty, ils sont à peu près à ce niveau de retour sur des appareils neufs, en fait, qui sont des pannes déballage, en fait. On connaît tout ça, des appareils qui, lors de la mise en fonctionnement... il y a un défaut. Et nous, en fait, grâce au protocole de test hyper scrupuleux, on a un taux de retour qui est moins élevé que dans le neuf. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Mais, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Moi, je dis ça aux clients, ça les rassure. Quand les clients sont un peu inquiets, je dis, vous savez, en fait, comme nous, on teste tous nos appareils, il y a la probabilité d'une panne. L'appareil peut tomber en panne durant sa durée de vie. Mais par contre, la panne au déballage, il y en a, a priori, il n'y en a pas. Et c'est la majeure partie des pannes, en fait. La majeure partie des SAV, tout le monde le sait, c'est dans les premiers jours, semaines de la durée de vie d'un produit. Tu vois souvent très vite. Quand on diagnostique un appareil, c'est tout de suite. Et ensuite, une fois que l'appareil marche, la fiabilité, elle est quand même là, au moins pour les 2 ans qui viennent. Donc, en fait, voilà, ça, c'est intéressant d'avoir cette stat. Et nous, on en est assez contents. On ne la met pas forcément d'ailleurs beaucoup en avant, mais moi, j'hésite pas oralement à le dire, et nos équipes aussi, de vraiment rassurer les clients. On a vraiment un taux de retour et de SAV faible. Ok, trop bien. Ouais. À titre perso, comment tu intègres la philosophie de la seconde main dans ta vie ? Est-ce que tu as fait des changements, tu as des choix ? Est-ce que tu achètes tous tes meubles en reconditionné, tous tes fringues en reconditionné ? Ou est-ce que non, justement, tu es dans cette démarche-là vis-à-vis de Mercato, tu es aussi précurseur d'un discours auprès de tes proches et de la seconde main et d'inciter à la seconde main ? Bon, alors comme je te disais, comme ça fait 20 je ne compte plus les années. C'est pas grave. Ça fait 25 ans, je pense, que je suis dans l'occasion. Et très sincèrement, je pense que tu dois connaître ça aussi. Quand on commence, en fait, après, à acheter, à s'équiper en occasion, bon, on n'arrive quasiment plus à acheter du neuf. Là, pour le coup, d'abord aussi, parce que économiquement, une fois qu'on a payé un appareil moitié prix et puis qu'on voit qu'on a vraiment tout ce qu'on veut, qui marche très bien. Moi, je sais pas, la dernière fois que j'ai acheté un appareil neuf, parce que bon, évidemment, en plus en y travaillant, on a accès en avant-première à des bonnes affaires. Donc, si on cherche un nouveau téléphone, on attend quelques jours et on va rentrer le téléphone qu'on cherche, l'ordinateur, l'ampli, enfin on s'équipe tout notre appartement, enfin nous on est entièrement équipé en seconde main qui vient de chez Mercato ou anciennement de chez Cash Express. C'est comme une nouvelle boutique en fait. Oui, c'est un peu, des fois on en rigole, mais c'est un peu un showroom et c'est pas. Alors, mais il y a un truc où j'avoue que je me suis converti que récemment. Je fais partie des néo-convertis, c'est les vêtements. C'est vrai que j'avais peut-être déjà je suis pas hyper
porté par les vêtements. Enfin, je suis pas. Pas trop axé mode, c'est pas quelque chose qui te... C'est pas, voilà. Mais je sais pas si c'était un frein ou peut-être justement parce qu'on n'en vendait pas. Et j'achetais que des vêtements neufs, mais je n'étais pas du tout mis aux vêtements d'occasion. Évidemment, le fait désormais d'avoir un rayon vintage, non seulement, donc là pour le coup, je peux parfois, c'est le cas, ma parka, etc., elle vient de chez Mercato. Mais même du coup, voilà, j'ai plus cette barrière et ça m'arrive maintenant, je me surprends à aller dans des friperies et je m'achète des fringues vintage ou de la seconde main. Ouais. Donc là, oui, c'est un changement de consommation que j'ai opéré récemment, mais voilà. C'est super quand même. Bah ouais, l'idée après à terme, c'est voilà, comme je disais, d'être vraiment 100%, que ce soit vêtements. Donc c'est possible en fait de vivre complètement sur de la seconde main. Ah mais complètement. D'ailleurs, il y a un défi, le défi Rien de Neuf là, qui est porté par une association qui est géniale, qui s'appelle Hop, qui lutte contre l'obsolescence programmée. Ouais, halte à l'obsolescence programmée. Et ils font, je sais pas s'ils le font toujours, mais c'est une sorte d'opération qui s'appelle le défi Rien de Neuf. C'est un peu comme le Dry January où l'idée c'était pendant un mois de rien acheter en neuf, mais en fait on peut le faire même pendant un an, enfin toute la vie. Il y a des personnes, il y a des personnes qui ont comme credo de ne plus rien acheter en neuf et c'est entièrement possible. Je te dis, nous-mêmes à notre petite échelle, on essaie de montrer que déjà dans un même magasin, on peut proposer une offre 100% hyper large en fait. Oui. Hyper large. Ouais. Il y a quasiment pas de limite. Par exemple, nous on fait pas de meubles, mais évidemment qu'on peut aussi faire on fait un petit peu de petit mobilier, on fait des petites, ça s'apparente plus un peu à de la petite brocante, des petits meubles, mais on fait pas, par manque de place, on fait pas des grosses. Oui, tu vas pas non plus faire un showroom énorme. Voilà. Mais ça se fait. Enfin, on peut entièrement se meubler aussi en occasion. Ok. On va maintenant jouer un petit jeu pour ou contre avant de passer à la conclusion. Okay. En fait, je vais t'annoncer des propositions. Tu vas me dire si tu serais pour ou contre. C'est des propositions qui sont pas réelles, mais qui pourraient l'être. Si je te dis par exemple, est-ce que tu es pour ou contre offrir des subventions aux entreprises qui privilégient l'usage de matériel de seconde main dans leur bureau? Donc demain, tu as une boîte qui veut faire que de la seconde main. Est-ce qu'elle peut être subventionnée ou est-ce qu'elle peut avoir des aides pour le faire? Je vais être pour. Comment serais-je contre? Et déjà, je pense que ce serait bon pour nous. Mais tout ce qui peut encourager fiscalement ou par des aides ou des subventions à l'économie circulaire de façon générale est positif. Là aussi, il y a des sujets, parce que on ne va pas développer, je ne veux pas être trop long, mais par contre, il y a des choses à faire, je pense, au niveau politique pour encourager mieux encore la seconde main. Il y a un sujet sur la TVA, par exemple. Oui. Voilà, on n'aide pas toujours les entreprises à s'équiper en seconde main dans le B2B, par exemple. On parlait tout à l'heure des obligations, etc. Mais il y a le sujet de la TVA que tu connais bien aussi. Et c'est vrai que quand on achète, par exemple, un professionnel qui va acheter chez nous un MacBook Pro d'occasion, il ne peut pas bénéficier d'une récupération de TVA parce qu'on a un régime de TVA spécifique, TVA sur marge, quand on achète à des particuliers. Donc c'est un peu complexe, mais au final, on a quand même régulièrement des pros qui nous disent il n'y a pas de TVA sur vos factures, je ne peux pas déduire la TVA, et ça les enlève parce que quand tu achètes un Mac à 1 000 €, 20%, ça fait une différence. Donc même si le Mac il est moins cher que neuf, mais le professionnel, lui, il compare avec le prix hors taxe. Ouais. Le Mac à 1 600 € neuf, en fait, lui, il lui revient à 1 300. Donc du coup, l'économie réelle, enfin il y a un petit sujet là-dessus. Je sais là aussi, je pense que des acteurs, enfin des fédérations comme Aircube ou d'autres peuvent porter le sujet parce qu'ils ont des contacts, ils agissent vraiment en faveur de ça, d'incitation fiscale ou de choses pour faciliter la seconde main et le reconditionner. Ouais. Est-ce que tu serais pour ou contre l'obligation de proposer des produits reconditionnés dans les magasins électroniques de grand public? Alors, ça commence à se faire. On a Fnac, Boulanger, etc. qui commencent à proposer leur offre seconde main. Mais imagine demain, tu peux obliger ça. Est-ce que tu penses que ça peut inciter... ça peut être positif, quoi? Non. Là, pour le coup, je vais dire non, mais parce que c'est le côté obligation, quoi. Enfin, comme tu dis, ils le font. Que ceux qui le font... ils le font aussi de bonne volonté. Voilà. Ouais. Je trouve que c'est bien qu'ils le fassent de bonne volonté ou par... opportunisme, mais c'est pas un gros mot. Enfin, tu vois, je veux dire que les magasins comme Boulanger ils y voient, c'est normal, voilà. Aussi, ils y voient une opportunité commerciale et c'est très bien. Mais du coup, ils le font avec la sincérité dans la démarche économique. En tout cas, ils le font pas par obligation. Parce qu'après, l'obligation, c'est comme tout. Il faut le voir comme quand on a des obligations réglementaires ou légales, on peut les transformer en opportunités et transformer ça en quelque chose de positif. Et c'est dire, je suis obligé de le faire, mais en même temps, c'est bien et je vais le faire. Mais là, pour le coup, en plus,
ça peut être bien qu'il y ait des magasins qui continuent de vendre que du neuf, si tel est leur positionnement, et puis d'autres du coup qui vont se positionner que sur la seconde main, et puis d'autres qui vont mélanger les deux. Voilà, je suis pas sûr que l'obligation soit la solution, quoi. Ok. Et dernière pour ou contre, une plateforme publique qui répertorie tous les produits de seconde main disponibles dans la région. Imagine, accessible à tous. Il y en a peut-être des. Je serais pour. Je me demande si ça n'existe pas déjà. Il y a l'ADEME qui fait quelque chose de très bien pour répertorier tous les acteurs de la réparation, les acteurs de l'économie circulaire, les magasins. C'est une sorte d'annuaire de tout l'écosystème de réparation. Le nom va m'échapper, le nom du service. Et je connais en plus la personne qui gère ça et elle va m'en vouloir. Mais elle fait vraiment du super bon boulot, c'est Colline. Et c'est l'ADEME qui fait ça en fait. C'est un site internet qui permet, et on peut même aussi le mettre en API sur des sites. Par exemple, moi je pense que je vais essayer de le mettre sur le site de Mercato. Donc en fait c'est une sorte de répertoire pour se géolocaliser et dire autour de nous qui peut réparer quoi, qui peut vendre de la seconde main, enfin tout ce qui permet de donner une seconde vie aux objets. Je crois que ça doit s'appeler comme ça, donner une seconde vie aux objets. Je pense qu'on va le retrouver. Voilà, mais donc je suis pour. Après peut-être si ça peut être encore plus, tout ce qui peut inciter et aider à trouver de la seconde main plus facilement. J'imagine que oui, que c'est pour. Franchement, il y a il y a déjà des gens qui font du très très bon boulot. Je pense que l'ADEME, en l'occurrence, je les connais pas personnellement, je connais une personne qui indirectement y travaille, mais par contre, je lis souvent leurs études, je vois tout ce qu'ils font. Je pense que c'est vraiment une agence importante. Et j'en parle d'autant plus que je sais que, de ce que j'ai compris, il y a un sujet budgétaire avec eux. Je me demande s'ils ne font pas partie des agences qui seraient un peu sur la sellette dans le cadre du plan d'économie qui pourrait arriver au niveau gouvernement. Et ça, pour le coup, je pense que ce serait vraiment une grave erreur, parce qu'il y a peut-être du ménage à faire dans les milliers d'organismes et de structures, mais c'est clairement... Ça serait un mauvais signal. Ça serait un très mauvais signal. Et encore une fois, l'ADEME, de ce que j'en vois, ils font un sacré boulot. Et on ne peut pas vraiment dire que ce soit une cellule inutile, un machin qui ne sert à rien, comme il peut y en avoir, peut-être, mais ça ne fait pas du tout. Et j'ai été choqué de voir qu'apparemment, je ne sais plus qui... je veux pas donner de fausses informations, mais j'espère qu'ils sont pas sur la sellette. En tout cas, si c'est le cas, moi je mobilise. Il faudra que toute la filière se mobilise, parce que l'ADEME fait partie des acteurs hyper importants pour nous. C'est un acteur gouvernemental, de l'État. Et même de ressources aussi. De ressources. Nous, pour nos bilans carbone, on l'utilise pour faire des calculs de certains bilans carbone de certains produits. Donc c'est indispensable. C'est incontournable. Pour nous, c'est une référence. Donc on peut pas imaginer une seule seconde que ce sera un signal très négatif pour le coup. Merci Frédéric pour cet échange passionnant. Merci à toi pour l'invitation, c'était effectivement super intéressant, merci. Et avant de se quitter, j'ai une toute dernière question. Est-ce que tu as un livre, un film, un documentaire, ça peut être une asso, que tu recommanderais aux personnes qui souhaitent soit s'intéresser à la seconde main, soit s'impliquer dedans, soit se renseigner sur le sujet? Une asso ou une référence, une référence ou un livre. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de... Je sais pas s'il y a des films, là ça me vient pas à l'esprit, des films ou des livres qui parlent de ça. Moi j'ai lu, parce que moi j'adore, à côté de ça j'adore la musique, et je fais moi-même un peu de musique. J'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps, c'est un bouquin de Laurent de Wild qui s'appelle Les Fous du son. Et ça, en fait, c'est une sorte de... Mais c'est super bien écrit, ça raconte l'histoire des inventeurs des instruments de musique et des produits, de tout ce qui est matériel de studio un peu mythique. Et donc, il y a évidemment beaucoup de références sur des appareils vintage en musique, en hi-fi, qu'on a souvent, nous, chez Mercato. Et moi, à titre personnel, j'adore ça, donc ça m'a intéressé. C'est un bouquin que je recommande aux amoureux, comme son nom l'indique, ça s'appelle Les Fous du son. Je crois que ça s'appelle Les Fous du son. C'est pas vrai, on pourra vérifier. C'est Laurent de Wild, qui est d'ailleurs un grand musicien et écrivain aussi, et animateur radio. Il a plein de casquettes. Je l'admire beaucoup. Et si voilà, pour ceux qui s'intéressent aux trucs vintage en musique hi-fi, c'est super intéressant, parce que c'est écrit comme un roman, quoi. C'est passionnant de voir la vie des inventeurs de ça.
Voilà, en seconde main, c'est ce qui me vient à l'esprit comme ça. Non, c'est très petit bien. clin d'œil, Il n'y a voilà. pas de mauvaise réponse. Ouais, bah oui. Et, ok, et écoute, merci beaucoup Merci à toi pour ton invitation. C'était avec plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau podcast dans Pensée durable. Et d'ici là, moi je vous recommande d'aller également visiter les boutiques de Fred à Paris, qui sont situées, je l'ai pas dit. Allez, c'est le quart d'heure promo. Voilà, c'est ça. Ouais, alors on a 2 boutiques, on en a une dans le 3e qui est dans le quartier du Marais, pas très loin, à côté du centre Pompidou, qui est rue Beaubourg exactement, dans le 3e, et une autre qui est dans le 19e, du côté du quartier Belleville-Butte-Chaumont, qui est avenue Simon Bolivar, et notre site internet, puisqu'on y va. Allons-y sur la promo. Voilà. C'est www.mercato.paris. Je dis ça parce que sur Google, si on tape juste Mercato, pour l'instant, on a sur le foot. Sur le foot. On a encore un peu de mal et ça on me l'avait dit, mon développeur m'a dit, avec un nom pareil, tu vas avoir du mal à percer juste Mercato. Bon, je dis, mais le nom, on adore le nom, donc tant pis. Il m'avait dit, ouais, tu devrais t'appeler, je sais pas, Occasion Cash. Je dis, ouais, non, mais nous... Mercato, c'est mieux quand même. C'est mieux, parce qu'on a privilégié, tu vois, le nom et le côté retail et boutique physique, au détriment là, du référencement. J'avoue, on n'a pas choisi un nom pour le référencement. Donc, il faut taper Mercato, mais quelque chose à côté pour nous trouver sur Google. Mercato boutique, Mercato occasion, Mercato seconde main. Mais notre URL, c'est www.mercato.paris. Super. Merci beaucoup, Merci, Fred. Aubin. Et à très bientôt. Avec plaisir.